LibroFest Metropolitano 2022. Lumière désigne moins un continent ou un siècle qu'une attitude critique qui consiste à prendre comme objet d'étude le présent afin de définir les défis et dangers auxquels nous sommes confrontés, mais aussi d'insister sur les ressources pour réorienter le devenir, pour renouer le lien entre la théorie et la pratique. Cela veut dire que les Lumières désignent un processus inachevé, qu'on peut les compléter aujourd'hui. Alors, je crois que ça, c'est la forme des Lumières, son ethos, comme disait Michel Foucault, mais il y a quand même des principes qu'on retrouve dans les Lumières qui s'opposent d'ailleurs pour cela à une autre structure intellectuelle et à un autre projet politique qui est désigné par le nom d'anti-lumière. Il y a l'autonomie, l'idée qu'on peut prendre en main son destin, l'égalité et le fait de fonder une société politique sur l'égalité, l'unité du genre humain contre l'idée que les communautés particulières seraient incompatibles, et puis la rationalité comme clé pour s'émanciper de préjugés, de représentations obsolètes. Voilà. Alors ça, cela demeure. Néanmoins, moi, ce que j'ai essayé de faire, justement, c'est en identifiant les défis politiques, mais aussi écologiques majeurs de notre époque, de souligner le fait que les Lumières aujourd'hui, la défense des principes majeurs des Lumières passe par leur critique et le dépassement de leurs présupposés anthropocentristes et dualistes. Donc, par l'idée qu'il ne faut pas penser l'humain comme arrachement à la nature, mais que le réintégrer justement dans le cycle de la nature, sans le confondre avec les autres vivants. Et donc, ça passe par une fait de réconciliation entre la civilisation et la nature. Alors, les critiques des Lumières, elles sont multiples. J'en distinguerai trois. La première, c'est, on pourrait dire, les anti-Lumières, hein, les ennemis des Lumières, qui s'opposent point par point aux principes clés des Lumières, autonomie donc versus hétéronomie, démocratie versus projet d'une société fondée sur la domination d'un groupe, unité du genre humain, droits de l'homme versus critique des droits de l'homme et affirmation de communautés incompatibles, et enfin la haine de la raison qui se retrouve chez les anti-lumières est une arme de guerre pour proposer un projet de société inégalitaire, etc. Alors, donc ça, c'est le premier point, mais il y a aussi du côté des postmodernes, on va dire à gauche, les féministes, les postcoloniaux, qui s'attaquent aux Lumières, non pas pour dénoncer leurs projets de justice, d'égalité, d'émancipation, mais au contraire pour pointer le fait que les Lumières n'ont pas su tenir leurs promesses parce qu'elles défendaient un faux rationalisme, un faux universalisme qui s'abritait derrière des principes soi-disant généraux pour imposer un modèle de société. Donc les postmodernes, féministes et postcoloniaux dénoncent le rationalisme hégémonique et aveugle aux différences des Lumières passées. Et d'une certaine manière, elles ont raison. Mais ce faisant, dans leur critique, on pourrait dire qu'elles jettent le bébé avec l'eau du bain en s'attaquant à tout idéal universel ou universalisable. Et la troisième forme de critique des Lumières, c'est l'idée que les Lumières, chez Adorno, Horkheimer, dans la théorie critique, un père fondateur de la théorie critique dans les années 40, ils disent que les Lumières, par elles-mêmes, pour ainsi dire, amènent un rationalisme instrumental qui va réduire le vivant, donner naissance à des phénomènes différents, mais qui ont tous en commun de maintenir la raison dans les raies de la domination, qui est une triple domination des autres humains, mais aussi de la nature extérieure et intérieure, c'est-à-dire de notre propre nature. Alors, ils attaquent donc cette ère de la quantification. Hein. Je pense que moi, je retiens des pères de la théorie critique, l'idée d'une rationalité instrumentale qui est un vice, mais je crois que les Lumières du XVIIIe siècle n'en sont pas responsables. Néanmoins, elles n'ont pas su nous préserver de cette inversion de la rationalité en progrès que le XXe siècle a illustré avec Auschwitz, Hiroshima, l'inversion des moyens illimités en technologie enfin, et avec cette désubjectivation et destruction de la nature que nous vivons aujourd'hui. Moi, ce que je montre, c'est qu'il y a peut-être à faire une critique
de ce dualisme nature-culture qui est peut-être le vice de la civilisation et qui donnait naissance à une culture de mort, mais qui est plus originaire, qui est une amputation de la raison, plus originaire encore que le rationalisme instrumental, qui naît, selon moi, plutôt à partir du 19e siècle, parce que chez Rousseau, chez Kant, homme des Lumières, la raison est l'organe de l'universel, ce qui nous permet de saisir ce que nous avons en commun et pas... Et donc, elle était quand même une promesse, certes pas tout à fait tenue, et c'est la raison pour laquelle les postmodernes, il faut tenir compte de leur critique des rationalismes hégémoniques et aveugles différences et construire un rationalisme non hégémonique et aveugle différence. Et je m'appuie pour ce faire sur la phénoménologie de Merleau-Ponty qui célèbre la multiplicité des accès au réel, l'hétérogénéité des accès au réel, les autres vivants, les animaux étant également configurateurs de monde, et qui donne naissance à un universalisme latéral où la raison n'est pas surplombante, mais où il y a une diversité de ces accès au réel. Alors, les nouvelles lumières ne désignent pas l'application de principes passés propre aux lumières passées à la situation présente. Et elle suppose qu'on prend la mesure des ruptures épistémologiques, Darwin, technologiques, la bombe atomique, ce n'est pas du tout les mêmes technologies que chez Kant ou Rousseau, et enfin de la rupture historique, Auschwitz et l'idée d'une destructivité. Qui peut croire au progrès après cela ? Donc il y a la prise en compte de ce sens du tragique, de cette possible inversion de la raison, de la rationalité en irrationalité. Et surtout, il y a l'idée d'une amputation originaire de la raison pour extraire de notre civilisation un vice qui est justement responsable de cette culture de mort. Donc pour moi, cette radicale séparation de l'humain et des autres vivants est comme un vice de notre civilisation. Alors ça suppose que les lumières nouvelles font un saut et qu'elles sont radicalement écologiques, au sens où l'écologie ne se réduit pas à sa dimension environnementale liée à la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Elle a non seulement une dimension sociale liée à la répartition des nourritures, des richesses, à la justice, mais aussi une dimension existentielle liée à une révolution anthropologique qui concerne la manière dont l'humain se pense et entrevoit ses relations avec les autres vivants et dont il pense sa vulnérabilité. Pour moi, la clé de cette révolution anthropologique, c'est l'acceptation de la communauté de vulnérabilité qui nous unit aux autres vivants. Alors, donc ça, c'est vraiment la clé de cette révolution anthropologique dont nous avons des signes avant-coureurs ça et là, par exemple l'émergence de la cause animale, l'émergence de l'intérêt pour l'écologie, qui sont évidemment importants en soi, mais qui ont une dimension stratégique en ce qu'ils attestent cette manière nouvelle que l'homme a de vouloir se repenser et se réconcilier avec justement sa corporéité et cette vulnérabilité, peut-être cette finitude aussi. Donc l'écologie a une force émancipatoire parce qu'elle détrône l'anthropocentrisme, elle implique de se penser non pas comme les autres vivants, mais en tout cas d'élargir sa perception des choses pour comprendre que nous ne sommes pas seuls au monde, nous ne sommes pas des empires, un empire dans un empire, pour parler comme Spinoza. J'avais parlé déjà de cet élargissement de la subjectivité dans un livre précédent, Éthique de la considération, et je reprends la question de la considération qui suppose que le monde commun qui m'accueille à ma naissance, qui est fait de toutes les générations et du patrimoine naturel et culturel, donne une épaisseur à mon existence et comme une transcendance dans l'immanence qui justement donne un sens et une direction à notre existence. Et pour moi, j'ai forgé les nouvelles lumières supposent une époque civilisationnelle, une remise en question de tout un tas de préjugés, même avec lesquels nous sommes nés, et aussi de détrôner, de critiquer pas seulement le capitalisme, mais le principe organisateur de notre société qui a colonisé notre imaginaire et qui est lié à la domination, à ce schème de la domination qui transforme tout, l'agriculture, l'élevage, la politique, mais même nos rapports à autrui en une forme de guerre, en une obsession de contrôle. Et la considération, eh bien justement, c'est ce changement de schème qui doit accompagner ces nouvelles lumières, mais la considération, d'une certaine manière, je la nomme, comme je nomme ce nouvel âge que j'appelle l'âge du vivant, qu'il s'agit d'accompagner pour qu'il soit vainqueur, mais
mais elle a toujours été là. Il ne s'agit pas de penser qu'aujourd'hui, on va faire table rase du passé, mais d'aller chercher dans l'Occident, dans nos cultures, et pas seulement dans notre culture à nous, eh bien, des sources qui, justement, nous permettent d'habiter plus sainement et de manière plus juste la Terre et de cohabiter, justement, avec les autres humains et autres qu'humains. Et c'est ça la politique de la considération qui a un sens donc, dans nos rapports aux autres nations, en géopolitique et évidemment dans le rapport aux autres vivants.